Bienvenue dans l'émission Ménorah, Présence du judaïsme, une émission mensuelle de RCJ. Ménorah, c'est cette maison de collection créée il y a 55 ans, pour laquelle vous avez maintenant une habitude mensuelle de nous retrouver ici pour découvrir la richesse de son catalogue. Nous avons la chance cette semaine d'avoir un thème qui va vous promener dans le cœur de la Méditerranée et de cette terre que nous aimons tant en Israël, à travers le livre du professeur Eric Klein qui s'appelle Introduction à l'archéologie biblique. Pour découvrir ce livre édité aux collections Poche de Albin Michel, Présence du judaïsme, nous avons la chance d'avoir avec nous David Onona, qui est le CEO du fonds de dotation Memories Foundation, mais aussi celui qui a monté le Israel Archaeology Foundation, et également, puisque David est un plongeur et également un policier, Ocean Citizens, avec lequel il va nous emmener dans les fonds marins de l'archéologie. Il va nous raconter tout ça, son parcours d'éducateur, son parcours d'étudiant à Lyon lorsqu'il était francophone, mais aussi son parcours de policier, puisqu'il était inspecteur général au pôle judiciaire de l'Agence israélienne de lutte contre les trafics d'antiquités, l'AAI, une organisation bien connue en Israël. On va parler de tout ça pendant une demi-heure à travers le livre donc, de l'introduction à l'archéologie biblique. Et pour commencer, cher David, présentez-vous parce que vous êtes typique de cet Israélien navigant, cultivé, amoureux de la terre, de la mer et de l'histoire. Alors, on va peut-être centrer la présentation sur le sujet du jour, l'archéologie, parce qu'effectivement, on pourrait parler de pas mal de sujets. Et, tout simplement, en Israël, il y a une unité spéciale qui s'occupe de lutter contre le trafic d'antiquités, qui est une unité assez confidentielle, une unité d'élite, qui dépend à la fois du Reshut HaAtikot, qui est l'autorité des antiquités israéliennes, de l'archéologie en Israël, qui supervise 700 archéologues dans tout le pays, dans le nord, dans le sud, à Jérusalem et dans le centre du pays. Et donc, il y a une unité de policiers, de super archéologues qui viennent des unités d'élite de l'armée israélienne et des services spéciaux, des services secrets, qui a une tâche assez difficile, qui est de lutter contre le trafic d'antiquités. Alors, le trafic d'antiquités, c'est aussi bien le type qui se met à fouiller dans son jardin, le plongeur qui découvre une jolie épave à Dorn Archolim, grec, et puis qui se dit qu'une amphore ferait bien dans son jardin, le type qui carrément décide en pleine nuit d'aller sur un site classé et de prendre, on va dire, un chapiteau corinthien parce que ça serait joli dans sa villa. Mais ça peut être des choses beaucoup plus professionnels, comme des trafiquants qui vont avoir comme but de piller des sites archéologiques qui ne sont pas encore fouillés. Donc, ils vont payer des gens qui vont venir fouiller la nuit en secret, avec des projecteurs, avec un certain nombre de moyens, des guetteurs, et qui vont mettre à sac, par exemple, une tombe. Alors, pourquoi une tombe? Parce que les pilleurs adorent les tombes juives de l'époque du Deuxième Temple. On y trouve trois choses qu'ils adorent. Peut-être des pièces de monnaie qui ont une énorme valeur, parce qu'elles sont en hébreu, comme par exemple le demi-shekel qui servait au temple comme Pour le monnaie comptage. pour s'identifier, pour le comptage. Ils adorent les objets en verre intacts, qui ont une énorme valeur sur le marché. Et puis on y trouve des bijoux. Souvent, à l'époque, les Juifs enterraient leurs épouses avec des bijoux. Elles partaient avec tout dans la tombe. Et ces bijoux, souvent, sont en or avec des pierres précieuses. Et l'or ne s'oxyde pas. Aussi bien dans la mer que dans les tombes, on le trouve intact. Alors ce trafic d'antiquités en Israël, c'est quelque chose qui est très important. On aura l'occasion d'en rediscuter dans le cadre de cet échange, mais c'est aussi un trafic international, et Israël étant vraiment en avant sur la scène mondiale, c'est le troisième trafic d'antiquités du monde, après la drogue et les armes, donc c'est vous dire, et avant le trafic de femmes et le trafic sexuel, donc c'est vous dire la hauteur financière, et c'est surtout un trafic qui a financé pendant des années, puisqu'on a pillé, l'État islamique a pillé les sites en Irak et en Syrie, par exemple, et a vendu toutes les collections et les réserves des musées, et ensuite a fait des fouilles illégales pour financer ce trafic qui finançait le terrorisme. Donc voilà, j'ai eu le bonheur d'être dans cette unité. Cette unité, donc, elle est en lien avec l'archéologie biblique, parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'archéologie biblique, c'est le nom de ce Alors livre. justement, David, dans le livre de Eric Klein, du professeur Eric Klein, on est un peu dans la suite de Cécile B2000 ou du Prince d'Égypte, de ce dessin animé de Spielberg. Mais en réalité, dans quel cadre va se faire l'archéologie biblique dans la région? C'est quoi l'archéologie biblique dans cette région dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Alors déjà, il faut replacer un petit peu le professeur, ce professeur dont tu parles, qui a écrit un livre qui est sympathique, qu'on peut emmener partout avec soi, un tout petit livre, 140 pages, passionnant. C'est un maximaliste. Alors, maximaliste, on oppose ça au minimaliste. Qu'est-ce que la recherche biblique?
le texte biblique, on le connaît bien sûr depuis, on est le peuple du livre, le peuple juif, hein, et les chrétiens le connaissent à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on a rêvé pendant des siècles, pendant, je vais presque dire des millénaires, de retrouver les sites de la Bible. Okay, la Bible s'écrit à peu près elle se déroule sur 2000-2500 ans. Le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus court, hein, c'est une période de 100 années à peu près, entre la période juste avant, contemporaine de la vie du Christ, et puis les premiers apôtres. Okay, ensuite, on est dans autre chose, on est dans l'époque byzantine, puis les conquêtes arabes, puis l'époque croisée, qui est à nouveau une époque chrétienne. Et donc, on a à peu près 1800 ans d'archéologie biblique potentielle, et à peu près une centaine d'années qui est une archéologie biblique, mais adaptée au christianisme. OK? Alors, si on rentre dans le sujet, dans ce livre, par exemple, on a des fouilles qui sont rapportées. Les premiers archéologues, qui sont-ils déjà, avant de parler de ça? Les premiers archéologues, ce sont ou des prêtres, ou des curés, je pense au père de Vaux, je pense à Robinson, ou des officiers passionnés par autre chose que les armes. Hein, il y a toujours un lien assez amusant entre l'archéologie, l'histoire et les armes. Donc d'anciens officiers, je pense à Wilson par exemple, Charles Wilson, qui décident finalement de se passionner pour la Bible et qui se mettent en tête d'aller soulever les pierres ici, d'aller fouiller, de retrouver avec la Bible en main, c'est vraiment ça, c'est vraiment la Bible en main, de retrouver les sites de l'histoire biblique et de faire concorder quelque part le récit biblique à ce que l'on trouve sous la terre. Okay, la grande difficulté, c'est que on est avant l'écriture pour partie, on a une écriture cunéiforme, du proto-hébreu, et que faire coexister les deux choses, le texte biblique d'un côté et les traces sur le terrain, c'est plus ou moins difficile. Alors il y a deux grandes écoles, les écoles négationnistes, minimalistes, qui disent que la Bible, c'est une série de mythes et d'histoires racontées, forgées au fil du temps et qui n'a pas de base historique. Et puis, il y a au contraire des gens comme le professeur Klein, Eric Klein, qui pensent qu'au contraire, la Bible est une référence pour les archéologues et qu'il faut absolument fouiller en Israël et conduire la recherche et archéologique et historique avec la Bible en main. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la Bible, on le trouve sur le terrain, mais ça veut dire qu'il y a des concordances assez étonnantes. Je vais prendre un exemple, peut-être, Richard, pour que nos auditeurs comprennent. Et on discute, par exemple, chez les minimalistes, de l'existence du roi David, qui est contesté. Okay, on discute également de l'existence du roi Salomon, qui est aussi contesté. Or, quand on prend le livre des rois, puisque c'est dans les livres de rois qu'on raconte l'histoire de David et de Salomon, David étant le père de Salomon, David le deuxième roi d'Israël après Shaoul, on nous raconte en hébreu qu'il construit des forteresses dans le pays, puisque à l'époque israélite, eh bien, Israël est entre le marteau et l'enclume. Ça n'a pas beaucoup bougé d'ailleurs, entre deux grandes puissances qui s'affrontent. L'Égypte d'un côté, qui règne en maître, qui va monter jusqu'à Megiddo, jusqu'au nord d'Israël, et l'autre empire qui se bat et qui veut absolument exister sur la scène internationale, c'est l'empire de la Babylonie, de l'Assyrie, de l'Irak aujourd'hui, de l'Iran, de cette partie du monde. Et donc, il y a un affrontement de deux puissances. Comme on ne peut pas traverser le désert d'Arabie, c'est difficile, donc les uns suivent le Tigre et l'Euphrate, les autres montent le long d'Israël, et ces deux armées se rencontrent et s'affrontent chez nous. Salomon, qui est donc entre le marteau et l'enclume, nous dit la Bible, construit des forteresses. Alors, il construit des forteresses comme Megiddo, Gezer, Hatzor. Il va construire ces trois forteresses. Et la Bible n'est pas avare de descriptions, parce qu'elle nous décrit une porte monumentale à l'entrée de ces cités, avec une caractéristique qu'on ne peut pas manquer quand on fouille, trois chambres parallèles, forme rectangulaire, de chaque côté de la porte d'entrée, une porte en chicane, des remparts massifs, et ensuite une ville avec un palais royal. Eh bien, ce que raconte Eric Klein, c'est que quand les premiers archéologues dont j'ai parlé tout à l'heure commencent à fouiller, ils cherchent le site de Megiddo, de Gezer, de Hatzor, et puis, bien évidemment, ils vont très vite trouver les traces de l'enceinte, ils vont trouver une porte, ils vont trouver effectivement une partie de ces chambres, ces trois chambres, ces six chambres parallèles qui se font face, et ils vont dire, ils vont mesurer, ils vont comparer, et ils vont se rendre compte que c'est la même époque à travers la datation qui est faite des différents objets qui sont trouvés dans les remblais, et ils vont mesurer et se dire, c'est incroyable, c'est quasiment les mêmes dimensions. Okay, donc c'est le même constructeur, et petit à petit, on va développer ces fouilles, et on va effectivement retrouver quelque chose qui est mentionné dans la Bible. Okay, et donc Klein décide, et il a raison de ce point de vue-là, de dire que ici, la Bible a aidé les archéologues à identifier les sites, et on y trouve des concordances qui sont pour le moins troublantes. Pour autant, on n'a pas trouvé un texte qui nous dit, Richard, que c'est Salomon qui a construit les murailles, sinon on le saurait, et on n'a pas trouvé de traces que son père s'appelait David, qu'il était rouquin, qu'il jouait de la harpe, qu'il a écrit des psaumes. Et donc voilà, toute la difficulté de l'archéologie biblique, c'est la façon dont on regarde finalement la Bible. Alors Et justement, l'archéologie de terrain.
Ce qu'on comprend bien dans le livre, c'est qu'il y a une vision régionale, puisque tu parlais de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et bien sûr d'Israël. Donc on voit bien que l'archéologie biblique, elle n'est pas que sur la terre d'Israël d'aujourd'hui, de 2021. Pour Ah oui, oui, autant, au à niveau quel moment géostratégie. est-ce que quelque part dans cette recherche archéologique, et c'est bien expliqué dans le livre de Klein, et quand on fait des visites avec David Onona, qui est notre invité ce matin sur RCJ, on retrouve ça, cette notion d'Israël. Où est-ce qu'on va retrouver pour la première fois en archéologie cette notion de stèle d'Israël, de preuve du mot Israël? Alors, il y a deux choses. Ce qu'on cherche, c'est une preuve scripturale, c'est ça dont on parle. D'accord. Ce qui est indubitable en matière scientifique, c'est qu'on trouve un écrit, hein, qu'on trouve quelque chose avec le nom Israël ou avec le nom du roi David. Alors, on a des stèles. Il y a par exemple une stèle très connue d'un pharaon qui s'appelle Menraptin, qui est trouvée par un archéologue britannique. Cette stèle, elle est monumentale, elle fait 3,18 m de haut, elle fait quasiment 1,6 m de large, donc presque 2 mètres. Et à la 27e ligne de cette stèle, qui est une scène à la gloire d'un des fils de Ramsès III, hein, Menrapta, c'est le 13e fils de Ramsès III, donc on est 1200 ans avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire 3200 ans d'aujourd'hui. Et ce qui est assez étonnant, c'est assez incroyable, à la 27e ligne de cette stèle, on trouve la mention du mot Israël, qui est même un des peuples vaincus par les pharaons, par le pharaon, oui, qui conquiert Canaan pour avoir des avant-postes face à la Syrie. Okay, et donc, c'est la première preuve écrite. De la même façon, on va trouver une stèle de Dan dans le nord du pays. Mais alors là, Richard, on est, si tu veux, fin 19e, courant 20e siècle. Et longtemps, on est resté avec ces discussions. Aujourd'hui, l'État d'Israël a changé la donne complètement. Pourquoi? D'abord, on a aujourd'hui des antiquités israéliennes qui ont une équipe de plus de 700 archéologues avec des collaborateurs. À l'intérieur, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, et des gens croyants, des gens pas croyants, des gens qui croient dans la Bible, des gens qui n'y croient pas, mais ce sont des scientifiques avec des moyens technologiques très importants. Et au-delà de cette stèle qui mentionne Israël, hein, avec un hiéroglyphe très très net et que personne ne le conteste aujourd'hui, okay, qui est une preuve écrite, au-delà de la stèle de David. On a aujourd'hui, par exemple, dans les découvertes toutes récentes, et on les a montrées aux gens qui font les voyages avec la Fondation Israël Archéologie, on a des seaux, tu sais, des bulles qui ont vraiment du sens, hein, aussi pétillantes que le champagne. Et dans ces bulles, on en mettra aux auditeurs quelques exemples, on trouve des noms, hein, qu'on lit en proto-hébreu, et par exemple, on trouve des noms de serviteurs du roi Josias. Okay, on trouve ni plus ni moins que le nom du roi Ézéchias, qui est le petit-fils du roi David. Son nom en toutes lettres. Et donc, ces gens sont mentionnés dans la Bible. Jusqu'à maintenant, on n'avait aucune preuve écrite de leur existence. Et quand on trouve un sceau royal avec lequel, bien sûr, on mettait de la cire et on pouvait comme ça authentifier un cachet, eh bien, finalement, on fait un bond par rapport à la Bible. Avec, bien sûr, oui. Avec, bien sûr, toutes les précautions qu'il faut prendre. Hein. L'archéologie, c'est l'archéologie, c'est l'étude des traces écrites qu'on a dans la terre, dans la mer, et on ne peut pas leur faire dire ce qu'on a envie. De temps en temps, il faut tempérer nos archéologues qui ont des visées politiques, qui ont des visées religieuses, qui ont une foi, et qui ont envie de faire dire plein de choses à des pierres qui ne parlent pas. Alors, on reviendra sur ce sujet puisque nos auditeurs radio ne le savent pas, mais David a sur la tête une kippa, donc ça sera intéressant de l'interroger sur ce lien justement entre science, religion, croyance et archéologie. On fait une toute petite pause pour se projeter dans la Méditerranée avec un des plus beaux poètes chanteurs, Herbert Pagani. Une petite pause de 2 minutes et on revient avec David Onona et la Fondation Archéologie. Fils du printemps et d'une juive, en pleine nuit j'ai vu le jour. Tu étais bleu, j'étais olive. Entre nous deux ce fut l'amour, entre nous deux ce fut l'amour. Tu m'as bercé de tes silences, je t'appelais Mémé d'azur. Sur les playbacks de mon enfance, je chante tes éclaboussures. Ô toi grand-mère de toutes les mères,
baiser de sel sur mes blessures. Oh Méditerranée, ma Méditerranée, rien qu'à te voir de loin, mon pauvre cœur explose. Petit mouchoir tout bleu, parmi les lauriers roses, bleu comme une échymose après un long baiser. Je te connais par cœur, ma Méditerranée, t'es comme un livre ouvert, y a qu'à tourner les plages. C'est comme un livre ouvert, tu n'as qu'à tourner les plages, ma Méditerranée. On est au cœur de notre sujet, hein. On se retrouve donc sur RCJ dans l'émission Ménora avec notre archéologue David Onona, qui est vraiment notre guide à la fois pour comprendre les enjeux géostratégiques, historiques, scientifiques sur l'archéologie. Donc, on démarre bien évidemment par ce petit fascicule de 140 pages du professeur Klein chez notre éditeur Ménora Albin Michel, Introduction à l'archéologie biblique. Et on a compris grâce à cette première partie qu'au-delà des premières fouilles, souvent chrétiennes, hein, comme le disait David, tournées parfois à la recherche de la Bible, on n'a pas encore parlé de Jésus, mais on a un personnage typique, héroïque, puis désacralisé dans l'histoire d'Israël, qui est le premier grand archéologue, qui à la fois est sûrement un inspirateur, et David va nous en dire plus, un fou d'archéologie, qui va peut-être le rendre fou d'ailleurs, qui est Yigael Yadin. Qui est ce personnage incroyable encore dans l'histoire d'Israël contemporain? Alors, si on parle de Yigael Yadin, on va dire un mot, puis on reviendra à la mer, parce que j'étais très touché par les paroles de la chanson. Je sais qu'on partage ensemble cette passion de la Méditerranée. Mare Nostrum, disaient les Romains. Et Yigael Yadin, petit garçon, il est sur les genoux de son père, et juste avant la création de l'État d'Israël. Et son père déroule, en 1947, au mois de novembre, il déroule un rouleau qu'il a réussi à se procurer chez un antiquaire à Bethléem. Ce rouleau, c'est le rouleau d'Isaïe, plus de 7 mètres de long. Et le petit garçon, Yigael Yadin, qui est le fils donc, de Lazar Soukenik, le professeur Soukenik de l'Université hébraïque de Jérusalem, un des plus grands archéologues israéliens, spécialiste de l'iconographie et de l'écriture antique, eh bien, il a devant les yeux ni plus ni moins qu'un rouleau, vraiment la prophétie d'Isaïe, dans le texte en hébreu, et le petit garçon qui a 6-7 ans commence à lire et à traduire. Si nos auditeurs lisent aujourd'hui, ils prennent un texte de Gargantua, par exemple, de Rabelais, le donne à lire à un enfant en CP ou en CE1, il ne va rien comprendre. Il va avoir du mal à comprendre le sens du texte. Et le petit Soukenik, donc Yigael Yadin, plus tard, il va israéliser son nom par sionisme, qui va devenir ensuite adjoint du chef d'état-major et un des plus grands archéologues d'Israël. Eh bien, ce Yadin est sur les genoux de son père et il touche ce parchemin qui est aujourd'hui exposé au public dans le musée du livre à Jérusalem. On ne dira pas aux auditeurs, mais on a mis maintenant un fac-similé pour le protéger de la lumière, des voleurs et surtout d'une dégradation potentielle. Mais c'est là-bas que, sous la terre, dans des coffres forts, sont conservés l'ensemble des rouleaux. Yigael Yadin va être piqué à vie. C'est-à-dire se souvenir devant les rouleaux de la mer Morte, un des 6 rouleaux complets qui a été retrouvé dans ces grottes de Qumran, ça va complètement l'illuminer pour toute sa vie. Il va être un soldat, parce qu'avant tout, il est un soldat, un diplomate. Et puis, dès qu'il a fini de faire le métier des armes, eh bien, il va se tourner vers la culture, l'éducation et l'archéologie. Il va devenir un des plus grands archéologues israéliens. Alors, il y a deux choses, peut-être, pour parler de Yadin. La première chose, c'est qu'il pensait que l'archéologie appartient au monde entier. C'est-à-dire que l'archéologie de la Terre Sainte, c'est pour tout le monde. Et il avait tellement raison, j'en dirai un mot dans un instant, à propos de nos amis musulmans. Mais quand il a fouillé Masada, il a fait venir des milliers de volontaires du monde entier. Alors, grâce à lui, la chaleur, les maillots de bain à Masada, il y a eu beaucoup de coups de soleil, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont nés, et beaucoup de volontaires internationaux qui sont restés en Israël dans le kibbutzim, et qui sont devenus amoureux d'Israël. C'est la très très belle époque des années 60, après la guerre des 6 jours, où beaucoup de gens venaient vivre des expériences en Israël, et il a amené des milliers de volontaires en Israël, ce que j'ai essayé de faire au Reshut HaAtikot en 2016-2017, quand on a ouvert les fouilles à nouveau à la jeunesse, que pendant une période, malheureusement, on a oublié ça. Mais on repartira avec vous, David, découvrir ça dans très peu de temps. Ce sera avec plaisir. Deuxième chose, à mon sens, qui caractérise peut-être Yigael Yadin, c'est qu'il a très vite compris que cette archéologie, elle est à tout le monde, parce que c'est nos racines communes, juives, chrétiennes et musulmanes, dans cette terre qui est sainte, qui est tellement disputée et qui aspire tellement à la paix, qui aspire aussi, quelque part,
à être le phare du monde. Et j'ai une pensée pour vous qui vivez un confinement compliqué, alors même qu'en Israël, nous, on est en train d'en sortir, mais on est seul au monde aujourd'hui à en sortir, un peu avec les Britanniques, et on attend effectivement des visites, des amis, on attend que les avions se remplissent et que cette terre soit à nouveau vivante, des rires des enfants sur les plages, etc. La deuxième chose qui le caractérise, c'est la lutte contre le trafic d'antiquités. C'est lui qui va... En Israël, il y avait un énorme tabou autour d'un autre grand homme d'État qui est Moshe Dayan. Moshe Dayan était passionné d'archéologie, comme Soukeni, comme Yigal Yadin, sauf que c'était un très très grand coquin, puisqu'il allait dans les réserves de l'État, il se servait pour décorer sa maison, et il a constitué, avant la loi sur les antiquités, une collection privée qui a simplement été prélevée sur les sites et dans les réserves de l'État pour son propre plaisir. Et quand il est mort, Israël s'est tourné vers ses descendants en leur disant, écoutez, on pense que vous avez quand même des choses qui intéressent la nation tout entière et l'humanité. Est-ce que ça pourrait venir chez nous? Il a fallu, comme il n'y avait pas de loi, Richard, il a fallu donc, faire une loi, c'est la loi des antiquités, et créer le Reshut HaAtikot, et créer l'unité de lutte contre le trafic, et poser des règles, mais surtout, il a fallu négocier avec la famille, et Israël a déboursé des sommes très importantes pour finalement quelque chose qui était un trésor national. Yigal Yadin disait, j'ai pas le droit de vous dire le nom du plus grand trafiquant, mais si je le rencontre, je lui ferai sauter son deuxième œil. C'est ce qu'il avait dit, c'était une anecdote amusante, ce qu'il avait dit dans les radios déjà à l'époque, et tout le monde avait compris qu'on parlait de Moshe Dayan, oui, et donc ça a mis une pression quelque part populaire, et finalement la famille s'est rendue à la logique, et les collections ont été vendues à l'État d'Israël pour de l'argent. Et c'était Mais la justement, dernière David, parce qu'on a qu'une demi-heure et le temps file, mais vous parlez de Yigal Yadin, de Moshe Dayan, quelles ont été l'influence des guerres israélo-arabes dans la recherche archéologique? Et je pense surtout la guerre des 6 jours et Jérusalem, parce qu'on n'a pas parlé encore de Jérusalem dans tout ça. Ouais, on va venir à Jérusalem. J'aurais voulu dire un mot sur Mais Césarée. on va dire un mot sur la Méditerranée et Césarée. Je vais essayer d'être rapide pour montrer en quoi ça intéresse, quel est le lien. Yigal Yadin, il a fouillé ensuite Qumran, après le Père de Vaux. Quand le Père de Qumran Vaux qui est au sud de Jérusalem. Oui, au sud de Jérusalem, dans le désert de Judée, là on a trouvé quasiment la plupart des rouleaux de la mer Morte, ceux qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de faux, hein, même le musée à Washington, américain, de la Bible, de Bible Museum, n'a acheté que des faux, hein, plusieurs millions de dollars, et ce sont des répliques, et ils se sont fait abuser, et malheureusement, ils n'ont pas écouté les conseils de nos experts en Israël. Et la conséquence du fait que l'État d'Israël soit créé, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, on a trouvé une grotte qui avait été à nouveau visitée par des pirates d'Antiquité. Et donc, on a pris une décision. C'est un mouvement national. Enfin, on a créé aujourd'hui une équipe spécialisée sur la recherche des grottes. On a fouillé 800 grottes, Richard, avec des drones, avec des moyens incroyables de l'escalade. Enfin, on a recruté des unités spéciales et on est en train, et on a publié il y a 2 semaines, je ne sais pas si tu te souviens, dans la presse, la découverte d'un nouveau rouleau. C'est la première fois depuis des années. Hein. Et ça, c'est lié à cette action qui a été menée par l'équipe du Chod, par l'équipe des pirates d'Antiquité, qui sont des archéologues doublés de policiers, de gens capables de descendre en rappel, de faire manœuvrer des drones dans le désert de Judée, de rentrer dans les grottes, de manière à arriver avant les pilleurs d'Antiquité et à rendre ce patrimoine à Israël. Alors on en a publié un, je peux te le dire, on reviendra sûrement, il y a beaucoup de choses en préparation, en publication, puisque ces visites, heureusement, c'était les dernières qu'Israël pouvait faire, hein, puisqu'en plus ça se dégrade, et donc on a trouvé énormément de choses et on va avoir beaucoup de surprises dans les années qui viennent. Disons peut-être un mot de Césarée. Et on parlait d'archéologie et de la mer, la Méditerranée. Césarée, c'est le nord de Tel Aviv. Hein, c'est Alors, Césarée, le on est au nord de Tel Aviv. On est une ville construite par le roi Hérode, ce qui permettra de faire le lien avec Jérusalem, un des plus grands rois d'Israël, et un très grand bâtisseur. Et en 2015, imagine-toi que des plongeurs amateurs se baladent dans le port. Hein, je pense à Tzvika Fire, qui est l'un des 2 découvreurs, un plongeur amateur, et il tombe sur des pièces en or. Il pense que c'est des pièces qu'un enfant a jetées d'un bateau en chocolat, tu sais, les pièces qu'on a parfois pour Pâques, puisqu'on n'est pas loin de Pessah et de Pâques. Et il s'approche, il regarde, ça brille, mais il se dit c'est du chocolat ou c'est un truc, c'est pas possible, quoi. Et donc il y en a 3-4 par terre, comme ça, à 6 mètres de profondeur seulement. Hein. Il les remonte en surface, il gonfle le gilet, il regarde de plus près, il met la dent, il fait comme, tu sais, comme dans les vieux choux, comme ça, il la met entre les dents et s'aperçoit que c'est quelque chose de réel. L'unité est informée. Et on a bien sûr tout de suite mis des gens qui ont guetté sur la plage, des gens qui ont guetté, et puis on a envoyé une équipe sur place et on a fouillé ce site incroyable. Et on a trouvé, Richard, 2850 pièces en or de l'époque fatimide. C'est la première fois sur ces pièces. L'or venait de Nubie, on a pu ensuite le retracer. Les pièces ont été frappées en Afrique pendant le califat, et c'est les pièces qui devaient payer l'armée de résistance aux croisés.
Et on comprend mieux pourquoi finalement les croisés ont conquis si facilement Israël, la Terre Sainte, pendant la première croisade, parce que jamais le trésor n'est arrivé au destinataire. Ils n'ont pas pu lever leur armée, le trésor, hein, tout simplement. Alors, soit par hasard, il a coulé, soit on a envoyé une opération commando des croisés et ils ont fait un trou dans le bateau amiral et il a coulé. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces pièces? C'est la première fois qu'on trouve la shahada, la profession de foi pour les musulmans, pour nos amis musulmans, la première fois qu'elle est écrite sur une pièce en or. Imagine l'émotion. D'accord? Et on mentionne un halif, un sage musulman qui touche la communauté druze. Et moi, j'y ai assisté, on a offert des répliques à la communauté druze. Et ça très présente dans le Golan. Très présente dans le Golan, très présente dans le nord d'Israël. Et on a offert des répliques d'ailleurs en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes et à Dubaï. C'est la première fois qu'on trouve une trace de la profession de foi finalement de nos frères musulmans qui est écrite sur une pièce en or intacte, 2850 pièces, le trésor, un trésor qui fait rêver tous les musulmans du monde et qu'on peut admirer bien sûr au musée de Jérusalem et qui fait partie des trésors d'Antiquité. Alors, on parlait d'Hérode de Jérusalem, tous les archéologues qu'on a cités tout à l'heure, Kathleen Canyon, Robinson, Wilson, le père de Vaux, tout le monde a fouillé à Jérusalem. Hein, essentiellement autour du temple, parce que c'est ça qui enflamme l'imagination des gens. Au-dessus du Kotel, tu sais qu'on ne peut pas fouiller sous l'esplanade des mosquées parce qu'il y a une énorme sensibilité géostratégique, politique, religieuse, c'est là où tout se mélange justement. Mais on a fouillé autour et surtout on a fouillé Ir David. Et je vais donner un exemple. La cité de David. La cité de David. Je vais donner un exemple, peut-être, du débat maximaliste-minimaliste, pour que nos auditeurs comprennent bien quel est le débat scientifique, et pas seulement le débat affectif où les sensibilités sont exacerbées. Et plein de gens disaient que la cité de David, donc c'est une sorte de langue qui est le long de l'Ophel, le long, donc quand on regarde le Kotel, c'est sur notre droite, et ça descend comme une langue le long de la vallée. Bordé des deux côtés par le Tyropéon notamment. Et donc là-bas, c'est la ville jébuséenne, hein, la vieille Jérusalem, dans laquelle on a le tunnel de Siloé. Elat Mazar a fouillé là-bas, c'est une archéologue récente, pour la fondation donc, de Ir David, la cité de David. Elle a trouvé, dit-elle, le palais du roi David. Et c'est là qu'on a trouvé notamment les bulets dont j'ai parlé et beaucoup d'autres choses. On a trouvé une petite cloche en or de la robe du grand prêtre quand il fuit les combats avec les Romains. On a trouvé des glaives romains, on a trouvé des pièces de la révolte juive, des 4 années de la révolte. On a trouvé énormément de choses. Mais une chose fantastique, quand on est au Kotel, quand les auditeurs sont mur occidental, hein, qu'on ne veut pas nous appeler le mur de lamentation, dans leur dos, il y avait un immeuble, c'est l'immeuble de la police, qui a été détruit. Et on a fouillé, et l'archéologue qui a fouillé, je la connais bien puisque je vis avec elle, elle a fouillé avec, bien sûr, le Reshuta Atikot, et ils sont descendus 19 strates d'occupation successives, comme un tel, d'empilement de couches les unes sur les autres, pour arriver finalement à la roche-mère, donc il n'y a plus rien à fouiller puisqu'on est sur le rocher d'origine. Et au cours de cette descente, la dernière strate, et ça c'était une révolution scientifique, c'était une trace et des murs d'enceinte et des poteries de l'époque du fer, c'est-à-dire l'époque du roi David et de Salomon, c'est-à-dire moins 1000 avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est dans l'option maximaliste, ça veut dire qu'au-delà de Ir David, de la cité de David, il y avait déjà à l'époque du premier temple un habitat massif sur la colline du Mont Sion. Bon, David, voilà, on se fait rêver comme ça, une demi-heure de Bible, d'archéologie. On n'a pas dit le centième de ce qu'on doit faire hein, sur ces sujets, on n'a pas partagé. Donc, je vous invite à redécouvrir ce livre du professeur Eric Klein et puis surtout de retrouver David Onona à la fois sur RCJ, mais également sur ses posts Instagram qui sont incroyables, notamment Ocean Citizen Foundation sur Instagram, avec des photos de plongée et de mer qui feront rêver toutes les personnes confinées. Également sur la Fondation israélienne d'archéologie, pareil sur Instagram. Et puis, on retrouvera nos éléments sur le site. David, vous nous faites rêver. En fait, il faut venir en Israël avec les livres de Mireille Edas-Lebel, le livre Introduction à l'archéologie biblique, et puis vous voir. Et on découvre un monde inimaginable quand on est sur les pages de Tel Aviv ou de Ashdod. Et j'ai fait le souhait qu'on aura l'occasion ensemble de faire des délégations, y compris avec le FSJU, y compris avec tous les acteurs majeurs de la communauté juive française, qui est importante pour l'État d'Israël, parce qu'on a besoin de votre soutien, de vos visites, et bien évidemment ouvert à tout le monde. Et on aura l'occasion avec la Fondation Israël Archéologie de faire des beaux voyages de découverte. Merci Richard, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, un petit hommage quand même à l'archéologue qui a fait rêver tous les gamins et qui est loin de ce travail justement scientifique. C'est loin de ce que fait David au quotidien.
Merci Non, David. Je n'ai pas mis le chapeau aujourd'hui. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler de la kippa, on refera une émission ensemble. Une autre Merci fois, David avec plaisir. Onona. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.